Bonjour Patrice Hamel. Merci pour cette invitation à discourir un petit peu avec toi, en particulier sur ces œuvres que tu appelles les répliques. Les répliques, alors je dis pourquoi en particulier, mais parce que si tout un chacun va sur ton site web, bien, il découvrira que tu as une activité polymorphe, d'art visuel effectivement dans l'espace public, c'est ce dont on va parler, avec ses répliques, mais aussi énormément de choses, bien évidemment, scénographie, théâtre, texte, performance, roman récemment, donc voilà, donc beaucoup d'activités. Donc nous on va se focaliser juste sur cette question des fameuses répliques. Alors, pourquoi moi ça m'a intéressé ces répliques-là? Parce que j'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler beaucoup sur l'espace public et l'art, donc comment les artistes s'emparent ou non, ou essaient en tout cas de l'espace public, aussi bien d'ailleurs du point de vue très élémentaire du street art, c'est-à-dire où l'artiste comme ça arrive, donc voilà, il signe, il tag, il griffe, il lacère éventuellement, il détruit même l'espace public pour exister, donc avec un blaze, avec un nom, donc il s'identifie, en tout cas pour les gens qui peuvent le connaître, voilà. Et puis les autres formes d'art dans l'espace public, qui sont très nombreuses, qui sont infiniment nombreuses, qui se sont surdéveloppées, on peut dire, depuis les années 1960, avec des interventions d'artistes qui simplement font acte de présence, d'autres qui installent des choses, voilà, l'intervention, l'irruption, l'effet de surprise, ou au contraire, créer des effets de foule. Bon, il y a une richesse extraordinaire, vraiment, de l'art dans l'espace public, et c'est normal parce que, au fond, eh bien, ça court-circuite un peu la question de l'identification de l'artiste, qui est souvent un processus très long. Il faut se faire connaître, il faut exposer, il faut être glosé, un petit peu en tout cas ses œuvres, éventuellement collectionner, bénéficier de monographies, d'expositions et autres moyens comme des catalogues ou autres. Donc c'est très long. Arriver dans l'espace public, immédiatement, c'est apparaître et bien sûr pouvoir valoriser son travail sans passer par les intermédiaires ordinaires du monde de l'art. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ces répliques, c'est que justement, on ne peut pas absolument les associer à des formes d'art public qui chercheraient à être identifiées, parce qu'elles sont plus identifiables, et également qui chercheraient à identifier leur auteur. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas non plus spectaculaires. Bon, là je renvoie les gens qui nous écoutent à ton site, il y a tout le détail de ces répliques, là où elles sont installées, donc il y en a beaucoup dans Paris par exemple. Alors elles prennent la forme généralement soit d'impressions sur des vitrines par exemple, donc voilà une mention transparente, comme on le voit ici, un mot, encore, qui peut se lire dans plusieurs sens, dans un sens de la vitrine, dans l'autre, et même quand il est mis en mouvement ici dans un troisième sens. Et puis également on voit ces répliques, parfois sous la forme de néons, sous la forme d'illumination, comme ça, il y en a notamment à Paris une quinzaine ou quelque chose comme ça, à peu près. À l'IRCAM, il y en a dans plusieurs endroits. La Cité des Sciences. La Cité des Sciences. La médiathèque Pastorius de Saint-Ouen. Voilà, bon. Donc, alors, je trouve que c'est assez différent. Et puis Stalingrad, la station Stalingrad. À la station Stalingrad. Tout le monde l'a vu, celle-là. Voilà, alors certaines ont été vandalisées. Voilà, récemment, on est en train de les restaurer. Bon, alors, ce qui est pour moi, on va dire, prégnant d'une certaine manière, c'est que là, il n'y a pas d'énonciation particulière. C'est pas quelque chose qui s'impose, qui entend s'imposer aux spectateurs. Au contraire, d'ailleurs, on le découvre souvent, ces répliques, on les découvre plutôt fortuitement, au hasard d'une promenade, avec un étonnement, en disant, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Le sens n'est pas très clair, d'ailleurs, voilà, et au fond, ça apparaît comme, je pourrais même pas dire un signe dans l'espace public, mais on va employer des termes un peu intellectuels, mais il faut... Une interrogation. Oui, mais ce qu'on pourrait appeler peut-être des métasignes, c'est-à-dire un signe à côté du signe, ou sans jouer aux intellectuels, un parasigne, enfin comme on dit, voilà, il y a une pharmacie, une parapharmacie. Dans la pharmacie, vous trouvez des produits pharmaceutiques, dans la parapharmacie, des substituts de produits pharmaceutiques, mais qui sont quand même en rapport avec la pharmacie.
Bon, ici, dire un parassigne, c'est-à-dire que c'est quelque chose. Ben voilà, vous avez un mot, vous avez un signe dans l'espace, ça pourrait être un emblème publicitaire, ça pourrait être une annonce, comme ceci. Non, c'est autre chose, on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est-à-dire que ça a la forme du signe, mais au bout du compte, ce n'en est pas un. Donc, d'où ce terme peut-être de parassigne, comme on dit, pharmacie et parapharmacie. Alors, à toi. Alors pourquoi cette création? Pourquoi ces répliques? Ça commence quand et pourquoi? Alors ça commence Tu as très bien résumé les choses, c'est-à-dire que j'ai pas du tout au départ, je me suis pas du tout dit je vais faire un truc dans l'espace public, absolument pas. J'ai même pas pensé que je ferais des travaux plastiques. Donc j'ai commencé comme comédien, j'ai fait un long métrage à 20 ans qui a été montré à Perspective du cinéma à Cannes plus tard. J'ai fait des spectacles, comme tu l'as dit, musicaux, des créations, etc. Et puis c'est arrivé à un moment donné où on avait... je faisais partie du comité de rédaction d'une revue qui s'appelait Conséquences et qui s'interrogeait sur... c'était parti des travaux de Jean Ricardou. Oui. Qu'est-ce que c'était qu'une pratique artistique matérialiste? C'est parti de ça. Ouais. Donc, travailler le signifiant en priorité et ne pas avoir quelque chose à dire d'emblée, mais faire surgir justement la signification. Donc tu en parles très bien de ce point de vue. Et donc j'ai commencé à travailler en me disant, bon, le signifiant, finalement, c'est surtout le visuel. Et on travaillait dans l'écrit. Hein. Et donc je suis parti de l'écriture d'emblée. Et donc j'ai commencé à faire ces ambigrammes, c'est-à-dire des mots qui peuvent se lire dans les deux sens. Voilà, hein. Ou dans plusieurs sens, en tout cas, qui peuvent se réfléchir, enfin il y a toutes les combinaisons. Et au début, j'ai envoyé mes petits cartons avec des miroirs en carton que j'envoyais à des amis. Et donc l'un de mes amis, c'était Guillaume Olivier-Ville, qui était spécialiste de l'art conceptuel et de l'art minimal. Il m'a dit, mais il faut absolument exposer ça. Je n'y avais jamais pensé. Alors, ça a été exposé chez Isabelle Suret. D'accord. Et à l'époque, qui avait une galerie, je ne sais pas je ne pense pas qu'elle en ait encore. Bon, elle commençait. Un travail rue des Ursulines, là où elle voilà, mais c'était rue des Ursulines. C'était déjà rue des Ursulines. Mais elle n'y habitait pas à l'époque. Oui, donc c'est là qu'elle exposait. Et j'arrive et je vois à l'entrée des portes miroirs. Et ça a suffi à déclencher mon idée de travailler in situ et de projeter le mot au sol, enfin, etc. Ouais, en fait, c'est jamais calculé. D'accord. C'est après coup, moi je théorise beaucoup, hein, mais c'est après coup que j'essaye de comprendre et de voir. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, il se trouve que j'ai eu les fracs, il y a plein d'endroits qui me proposaient de faire des trucs, donc j'ai fait beaucoup de choses, et notamment... D'où l'affichage, plus grande dimension. Alors j'y viens. Il y avait une expo qui se déroulait dans une rue près de Montparnasse, qui était organisée par les architectes, et là j'ai fait pour la première fois des choses dans l'espace public. Donc dans l'hôtel Holiday Inn, dans des endroits comme ça. Et du coup j'ai dit, mais il faut que je poursuive ça, mon travail est fait pour ça. Quoi. Mais alors justement pourquoi fait pour ça? Parce qu'il touchait immédiatement plus de gens dans l'espace public, il était rendu plus visible. Alors toucher plus de gens, je n'y avais pas pensé, alors que je suis dans les endroits les plus vus de Paris. Cité des Stars, c'est un des endroits les plus visités, et surtout Gare du Nord. Bien sûr. Il y a 700 000 personnes par jour, je ne savais pas que c'était à ce point. Ouais. Et si on a, disons, 2% de gens qui voient mon œuvre, ça fait autant que pour la Joconde, donc c'est énorme. J'ai regardé le monument le plus visité, c'est un temple au Japon, c'est 10 fois moins, quoi. Donc j'ai pas du tout pensé, j'ai pas calculé. C'est que j'étais voir la mairie du 10e et ils m'ont proposé une subvention. Et après, la ville de Paris également, ce qui arrive quand même assez rarement. Et il fallait que je me débrouille tout seul. J'ai bossé comme un malade pour trouver des lieux, avoir les accords et tout. Parce que mon travail, et contrairement au street art, etc., il est consenti. Oui, il est légal. Voilà. Il n'y a pas de consenti. Violation d'espace. Il faut persuader les gens. Public ou privé. Puis j'ai dû le faire sans réseau, sans rien. Donc c'est beaucoup finalement, quasiment le financer, malgré, j'imagine, ses aides. Donc, je sais ce que... Alors après, les œuvres ont été achetées. Oui. À la gare du Nord, le chef de gare, qui est un type absolument... Il faut bien tomber, hein, qui est un type formidable, il a acheté là, parce qu'ils ne font jamais, quoi. Donc voilà, donc les œuvres ont été achetées, puis j'ai gagné aussi le 1% de la médiathèque, enfin bref. Mais tout ça pour dire que j'avais absolument pas prévu tout ça. Voilà, alors, c'est très bien, mais je voudrais juste me focaliser sur le terme réplique. Pourquoi ce terme? Alors je l'ai pris parce que ça c'est le titre d'une émission célèbre à France Culture,
je crois, le samedi matin. Oui, alors je sais pas si... D'Alain Finkielkraut depuis bien longtemps. Faudrait regarder si je l'ai... Depuis bien trop longtemps. Oui, peut-être qu'elle date d'avant mon... Mais je ne la connaissais pas à l'époque. Mais il y a plein de répliques, je veux dire. On parle des répliques de Duchamp, on parle de... Oui, mais pourquoi justement une réplique, ça veut dire quelque chose. D'abord, quelqu'un qui vient du théâtre... Ça veut dire deux choses. Oui, alors, c'est pour ça que je l'ai pris. Donner la réplique... Voilà. Ouais. C'est-à-dire, comme je travaille le sens à chaque fois, donc, et en même temps que je travaille l'aspect... comment dire, chaque mot est une réplique de lui-même. Donc, c'est une réplique matérielle, puisqu'il va pivoter, il va pouvoir se... Et c'est une réplique au niveau idéal du concept. Alors encore, justement ce mot, bon, effectivement, on peut le lire dans les deux sens, mais c'est aussi un terme qui a une signification. Il induit, on pourrait dire, l'appel à recommencer, ou à ce que ça ne s'arrête jamais, qui a plus forte raison quand on le fait tourner, on l'inscrit dans un mouvement rotatif. Bon, voilà. Toute la symbolique, ça finit par produire un cercle. Le cercle, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin, hein, bien évidemment. Donc voilà pourquoi la fixation, justement, cette réplique encore. Tu le dis très bien, c'est qu'à chaque fois, je choisis un terme qui autodésigne ce qui se passe tout le temps. Voilà. Alors, ce qui est une difficulté supplémentaire, évidemment. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'Oulipo où souvent ils se contentent des contraintes formelles, moi pas du tout. Enfin, Perrac à part ou quelques autres, mais je veux dire, là, il faut qu'à chaque fois le sens soit vraiment important et soit autoréférentiel. Enfin... Alors, justement, est-ce qu'on peut, puisqu'on parle là, ici, et je pense que ça intéressera en tout cas ceux qui regardent cet entretien, quels sont les autres mots, par exemple, sur lesquels tu t'es focalisé? Alors, il y en a des. Oui, mais par exemple, allons-y. Il y en a des tonnes. Alors quelques-uns, au moins un défaut dans le livret des dizaines. Par exemple... que tu parles de termes autoréférentiels. C'est ça. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus... Alors, par exemple, lesquels? Alors, par exemple, ici, dans la galerie de Stéphane Mortier, qui nous filme aujourd'hui. Merci. Et avec lequel donc, j'ai fait plusieurs expos, mais notamment une l'année dernière, où il y avait plusieurs œuvres, mais l'une d'entre elles... était sur la grande vitrine et c'était une expression entière, donc ça c'est toujours plus difficile, l'espace d'un instant. Ça m'a demandé 12 ans pour y arriver, donc c'est vraiment d'habitude c'est quand même plus rapide. Et alors ce qui est intéressant c'est que c'était en fait une commande d'un ami architecte, Guy Laïs, qui m'avait aidé pour faire mon appart et puis il m'avait aidé en échange, voilà. Puis voilà, j'ai eu du temps à le faire, parce que quand c'est imposé, c'est toujours plus dur, parce qu'évidemment, moi, je peux choisir, sinon d'habitude, les mots qui surgissent. Alors là, on a placé deux vinyles de couleurs différentes, orange et bleu de chaque côté, et c'est là que je me suis aperçu que l'espace d'un instant, c'était entre les deux vinyles que ça se passait. Et c'est-à-dire, la vitesse de la lumière étant 300 000 km/s, ça fait, si ça fait, je sais pas quoi, 30 cm. Oui, c'est très très court. Oui, ça fait des millionièmes de seconde, et c'est vraiment l'espace d'un instant. Et ça, j'avais pas prévu. Voilà. Oui. Et ça, je trouve, ça donne un pouvoir au lieu, et parfois pour des choses minuscules, qui prennent une proportion extraordinaire. Alors moi je vais... Parce que le rapport au lieu est très important. Bien sûr. Bon, on peut peut-être le développer. Oui. Justement. Alors une galerie, une vitrine de galerie, oui, effectivement, mais on pourrait presque dire c'est un lieu où naturellement les choses sont montrées, donc les gens viennent pour voir en quelque sorte des œuvres. Par contre, une rue, quelque chose qui est au-dessus d'une façade, par exemple, ou dans une vitrine... d'un lieu que ça peut s'assimiler à une sorte de centre administratif public ou autre, ça ne se voit pas forcément. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, l'espace public, c'est que ça intrigue. Et surtout mon travail qui n'est pas d'emblée une œuvre d'art, enfin ça rentre pas forcément là-dedans. Ça peut être des enseignes, enfin même ça sont un peu bizarres. Oui, c'est de l'emblématique, comme on aurait dit autrefois, des sceaux. Oui. Celle de Stalingrad, c'est quand même des 2000 lettres. Des blasons. Des 2000 lettres qui se réfugient dans les vides, donc c'est pas les enseignes qu'on voit habituellement. Enfin, les gens, ça les intrigue beaucoup, surtout à Stalingrad où vraiment c'est une pièce que tout le monde a vue, c'est assez impressionnant. Mais encore une fois, tu le disais très bien tout à l'heure, c'est pas du tout pour me faire connaître moi.
C'est pas ma signature comme beaucoup d'artistes le font. Je m'en fous complètement. Et même qu'on puisse penser que c'est une œuvre d'art, à la limite c'est secondaire. Ce que je veux, c'est susciter l'interrogation, que les gens regardent. Finalement, ils regardent beaucoup plus que d'autres œuvres qui sont spécifiques. Où on leur dit, vous voyez, là il faut vous regarder là. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est d'enclencher des mécanismes cognitifs Alors ça c'est une pratique dans l'art public qui a été, on pourrait dire, très largement développée à partir notamment des années 1970, à travers l'art des bannières, à travers l'art des mots, les mots dans l'espace public, mais parfois des mots qui ont un caractère relativement sibyllin, c'est-à-dire que l'énoncé n'est pas forcément compréhensible. La question du sens n'est pas donnée. C'est-à-dire on n'est pas en réfléchissant à cet entretien, je repensais à ce livre qu'avait écrit Roland Barthes quand il était revenu du Japon, qui avait beaucoup marqué, notamment l'avenue de Ginza, voilà, qui s'appelle l'Empire des signes. Le fait qu'effectivement, quand on connaît le Japon, ou même l'Extrême-Orient, il y a une tradition, on pourrait dire, d'habillage de l'espace urbain par les mots qui sont les mots de la publicité en général, présentés de façon électrique. Souvent, on parle souvent de l'Electric City, l'Electric City, ou l'Electronic City même de Tokyo par exemple, voilà, avec des lumières, des dispositifs lumineux, d'où le fait qu'il y a une impression d'une très forte signalétique, comme ça les mots sont présents. Ici, donc, c'est pas tout à fait différent, la manière dont bien des artistes vont utiliser ces mots dans l'espace public, je pense à Les Levine par exemple, qui a été un des pionniers dans les années 1970, c'est de produire des énoncés, des formes, des phrases, des sentences, mais dont le sens n'est pas évident. Il y a quelque chose qui manque en quelque sorte. C'est ce qui exploitera, on pourrait dire, alors là en seconde main, quelqu'un qui était bien plus célèbre que Les Levine, et c'est injuste, qui est Jenny Holzer, dans les années 1990, quand elle va notamment à New York, dans les villes américaines, et puis alors elle en vendra partout, j'en ai même vu à Strasbourg, à la gare, enfin voilà, elle utilise les menus déroulants électroniques, voilà, comme il y en a plein, dès cette époque-là, à Times Square par exemple, à New York, et elle édite donc pour l'espace public comme ça de la rue ce qu'elle appelle ces truismes, voilà, des phrases protège-moi de ce que je veux, mourir d'amour c'est beau mais c'est stupide, des sortes de formules comme ça qui tout d'un coup sont jetées à la face des usagers de l'espace public et qui se disent mon Dieu qu'est-ce que c'est que ça. Donc Les Levine est un de ceux qui ont commencé, il y en a eu beaucoup d'autres, avec cette idée de la sollicitation mentale, intellectuelle, de l'activation, mais finalement du refus de donner en quelque sorte un slogan, du refus de faire une sorte de propagande. Serait-elle une propagande poétique ou une propagande esthétique? Et là-dessus, je voudrais juste faire une petite remarque. Ça m'avait frappé quand moi, je suis très jeune, je suis allé en Union soviétique, peu de temps avant que l'Union soviétique disparaisse. J'étais très intéressé par ces pays de l'Est, donc de l'autre côté du rideau de fer, donc avant 1989-1991, le moment où l'Empire soviétique se délabre, et puis tout ce qui l'accompagne territorialement, toute l'Europe de l'Est. J'allais très souvent là-bas parce que, au fond, j'étais fasciné par le fait que des mots pouvaient déterminer des vies. C'est-à-dire qu'en fait, tout le système économique, donc social, donc la vie des gens, essentiellement, reposait sur une construction idéologique, qui étaient fondamentalement les écrits de Marx, et puis Engels, Lénine, évidemment, Staline aussi, pour l'époque du stalinisme, Mao, Mao Tse-tung pour la Chine, etc. C'est très curieux, parce qu'au fond, c'était un monde, d'une certaine manière, qui au lieu de s'organiser au nom de la vie telle qu'elle va, s'organiser au nom du texte tel qu'il a dit. C'était comme ça, donc c'est très intéressant. Et ce qui me frappait beaucoup, c'était la différence des énoncés. Dans le monde de l'Est, il y avait beaucoup de propagande sous forme de mots, des mots parfois uniquement révolution, comme ça au coin d'une rue, révolution, peuple, voilà, social, alors parfois c'était plus développé, messieurs les impérialistes, nous n'avons pas peur de vous, enfin bon, il y a toute une gamme comme ça.
Mais il n'y avait pas de publicité. Il y avait uniquement, on voyait ça, vous alliez Berlin-Est, à Prague, je pense en Roumanie, en Union soviétique évidemment, hein, on voyait ça partout. Et puis en Occident, on voyait deux types de signes. Le signe dont on parlait à propos de Roland Barthes, c'est-à-dire voilà, le signe publicitaire essentiellement, voilà, comme au Japon, comme à Tokyo. Et puis, ces sortes de signes bizarres, qui étaient des infrasignes ou des parasignes, où bon, l'artiste ou la personne qui donc mettait ou faisait mettre ces signes dans l'espace public était quelqu'un qui, au fond, voulait signifier à son spectateur ou au passant que lui, il n'avait aucune envie de faire entrer dans sa tête quelque chose de définitif. C'est-à-dire soit la puissance, la toute-puissance de l'écrit marxiste comme écrit structurant d'une société, qui finalement se coule pour se réaliser dans ce que dit le texte sacré, comme si c'était la Bible finalement, une sorte de théocratie, on pourrait dire civique, hein, donc d'une certaine manière, parce qu'au fond c'est ça, les régimes marxistes sont des formes de théocratie laïcisée, hein, d'une certaine manière. Et puis de l'autre côté, l'Occident, le capitalisme, c'est-à-dire, oui, l'apparaître puissant, les signes puissants, mais des signes qui disent l'univers de la production, l'univers de la nécessaire consommation, de l'aveuglement, l'illumination, le cosmétique aussi, parce que toutes ces belles façades, c'est très troublant quand on va dans ces pays, même aux États-Unis ou ailleurs, enfin bon, on voit très bien que souvent derrière le signe, qui flambe, qui flamboie, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des façades banales, il y a des magasins, il y a des usines, il y a des unités de production, puis il y a des gens qui s'ennuient bien souvent. Bon, voilà. Donc, il y avait cette espèce d'interstice, tu vois, qui me frappait beaucoup, de ces artistes qui venaient mettre des mots comme ça, bizarrement. Certains en mettaient par terre, au pochoir, avec de la peinture. Ça se fait encore aujourd'hui. Des mots bizarres. Tu marches et d'un seul coup tu vois un mot, je sais pas, ou même le groupe Material à New York avait fait ça, González Torres par exemple avait fait ça dans les années 80, 90, donc notamment ces grands panneaux des billboards, des panneaux publicitaires sur lesquels il y avait juste une vue du ciel avec un oiseau par exemple, ou un lit d'effet mais sans personne dedans, c'est-à-dire quelque chose qui parasite quand même le principe du signe. Toi tu parlais du signifiant, tu parlais de Ricardou, ça c'est les petits enfants de Saussure, hein, de la linguistique générale, du traité de linguistique générale. Bon, c'est cette obsession de penser le rapport du signifié au signifiant, hein, voilà, avec l'idée qu'on peut produire des textes uniquement avec des signifiants, c'est-à-dire on utilise le mot, son écriture comme tout simplement un élément plastique, c'est plus ou moins beau, comme font les calligraphes, bien souvent, on oublie le sens du mot, mais on se laisse aller. C'est pas mon cas. Hein. Non, c'est pas ton cas. Et puis les partisans du signifié, qui disent on s'en fiche pas mal de l'apparence de l'écriture, par contre, nous c'est le sens qui nous intéresse, voilà. Bien évidemment. Et moi j'aime les deux. Voilà, toi tu aimes les deux, mais tu as sacrifié, comme beaucoup de ces artistes qui travaillaient dans l'interstice, on pourrait dire, tu travaillais dans la production non pas d'un sens, mais d'un non-sens, pas d'un non-sens au sens du nonsense, ça n'a pas de sens, c'est débile, etc. Hein, c'est pas ça, mais d'un refus de sens, c'est-à-dire je donne une forme, mais je donne pas le sens, mais si on cherche bien, il y a quand même un sens, mais on n'est jamais sûr de ça. Voilà, donc c'est une stratégie, en fait, de l'entre-deux. Et beaucoup d'artistes ont travaillé, de toute façon, et j'en ai fini, dans les périodes autoritaires, beaucoup d'artistes, d'intellectuels, en général de créateurs, même en faisant de la musique, peu importe, de la bande dessinée, du théâtre, du cinéma, des arts plastiques, travaillent dans l'entre-deux, justement, pour ne pas être les serviteurs, en quelque sorte, d'un monde ou de l'autre. Hein. Exactement. Ouais. Donc, moi, je suis aussi bien opposé à l'art conceptuel pur qui est désincarné, que, disons, ceux qui sont dans le gestuel ou le purement plastique et qui sont décérébrés, très souvent. Moi, j'essaye d'articuler signifiant et signifié, et ça, c'est très difficile. Et puis, le rapport au lieu, qui va changer, comme je le disais tout à l'heure avec l'espace d'instant, qui va changer tout d'un coup la signification et produire du sens que je n'avais pas prévu. Voilà. Alors, très bien, juste, alors, on a parlé, par exemple, de l'exemple de la galerie, de Stéphane Mortier, mais prenons un autre exemple, par exemple. Alors, par exemple, à l'IRCAM,
Alors, où est l'œuvre? Alors, juste... Sur la façade de Cam, à côté du centre Pompidou. D'accord. Donc là, ils ont fait des travaux là, pendant 7 ans. Donc là, à nouveau, il y a des concerts et ils l'allument en fonction... En fait, le mot, c'est maintenant. Donc il indique aussi qu'il se passe quelque chose. Bon. Mais quand on est en face, la façade, comme les lettres sont perpendiculaires, elles se réfléchissent, hein, comme Saligraphe, comme elles sont perpendiculaires, on ne voit rien. Il faut donc être sur le côté pour que le mot apparaisse, et le mot nous dit c'est maintenant. Donc l'espace est relié au temps. Au temps. D'accord. Donc voilà, à chaque fois j'essaye de trouver une raison différente, et une autre, par exemple. Oui, une autre, c'est que, par exemple à Saint-Ouen, la médiathèque Persépolis, là aussi les œuvres vont être restaurées, heureusement. Et il y en a une qui fait, je sais pas, 4 ou 5 étages, hein, en néon. Oui. Et j'avais choisi le mot autonome pour contredire finalement ce que je faisais. Hein, les mots se réfléchissaient sur à la frontière entre un mur et une vitrine. Et comme le bâtiment à cet endroit-là était en biais, on pouvait voir le reflet. Et alors il se trouve en plus que l'avenue est juste en face et on la voit donc à des kilomètres. Et alors ce qui est intéressant, c'est la nuit, de loin, on voit vraiment le mot autonome qui arrive à le lire? Oui. Enfin, tout dépend de la distance. Oui. Mais on le voit surtout devenir autonome. Il a l'air, on ne sait pas, il est comme ça. Comme une substance, une essence suspendue dans le ciel, quoi. Voilà, quand il n'y a plus que la nuit. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, selon l'endroit où on se trouve, il n'a plus du tout la même signification. Soit il fait ce qu'il est en train de dire, soit il contredit ce qu'il est. Voilà. Donc j'essaye à chaque fois de trouver comme ça des raisons différentes. Enfin, de trouver. Oui, c'est bien. Encore une fois, je ne prévois pas tout. Hein, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est que la civilisation va surgir. Enfin, une partie. Oui. Alors, c'est une forme d'art social incontestablement, puisque bon, les gens la voient. C'est la force d'ailleurs de ces œuvres dans l'espace public, c'est qu'on les voit même si on ne veut pas les voir. Exactement. On sait d'ailleurs tout en étant discrète, comme tu le dis. Oui, même à la limite discrète. Oui, parce que quelque chose de discret va intriguer peut-être plus encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Par méfiance, hein, bien évidemment. Les publicitaires vous diront que la pub la plus efficace, c'est le panneau publicitaire, hein, même si c'est archaïque, c'est vieux, parce qu'on ne peut pas ne pas le voir. On le voit même d'une manière subliminale, le cerveau l'enregistre, de toute façon le message est enregistré. Donc c'est une œuvre effectivement publique, sociale, très personnelle aussi, parce que ça part on pourrait dire, d'une volonté qui est la tienne, mais moi, j'ai envie de dire et de te poser une question sur justement la dimension politique de ce type de travail, parce que on ne peut pas travailler dans l'espace social, dans l'espace public, sans produire une sorte de politique de l'espace. Voilà, donc oui, tout à fait. C'est une donnée importante. Absolument. Ouais. Alors, le politique, évidemment fondamental. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé, mais qui est encore plus présent chez moi, notamment avec les Gilets jaunes, où j'ai trouvé des points communs, avec le fait qu'ils n'avaient pas d'idéologie préalable, enfin en tout cas ceux que j'ai rencontrés, et il y en a un qui avait même fait un studio d'enregistrement, on a commencé à faire des vidéos, Stéphane Garot, et puis là, il a dû s'arrêter avec le confinement, etc. Donc j'ai senti des connexions. Des connexions tout à fait, avec les assemblées constituantes. Le fait qu'il le disait franchement, alors que d'habitude, les hommes politiques, ils ont déjà leur but, leur idéologie. Une discipline de parti. Ce qui me dérangeait personnellement beaucoup. Et là, tout d'un coup, je sentais des gens qui étaient prêts à faire des réflexions collectives, réfléchir ensemble, sans savoir ce que ça allait donner. Alors, quel est le lien qu'on peut faire avec justement ces répliques? Personnellement, je ne le vois pas. C'est-à-dire que... D'autant que les Gilets jaunes arrivent tardivement par rapport aux répliques. Bien sûr. Non, j'ai pas dit que ça... Quel est le lien? Voilà. Alors, mon lien, il n'est pas dans la politique, mais dans le politique. C'est-à-dire que il n'y a pas comment dirais-je, je montre pas un message politique, idéologique, je sais pas quoi. Au contraire, je suis même opposé à ça. Donc je suis dans le politique, qui fait qu'au contraire, il faut justement faire produire de sens. C'est tout le contraire. Donc je suis pas dans la liberté d'expression, mais dans la liberté d'exploration. L'expression, ça serait justement s'exprimer par rapport à quelque chose qu'on a déjà pensé, sur le monde ou sur soi. Pas du tout. Moi, j'explore, et donc pour moi, c'est ça où il y a du politique. J'explore le matériau,
Et il va déboucher sur quelque chose de nouveau. C'est ça quand même, a priori, le but, et qui va nous interroger. Voilà, il se passe des tas de choses entre le signifiant, le signifié, le lieu d'accueil, etc., avec les moyens les plus minimaux possibles. Ça, c'est très dur, ça me demande beaucoup de temps. Parce que c'est facile de s'imposer et de remplir une façade de peinture ou je ne sais quoi. Non, moi, j'ai toujours un lien... de telle façon qu'on peut même croire que l'œuvre a été faite pour moi. C'est même le contraire. C'est pas, hein, ça se retourne très souvent. Et alors, donc, au bout d'un moment, donc je suis parti des travaux de Ricardo, mais j'avais 18 ans. Hein. Donc de Jean Ricardou. De Jean Ricardou. Après, je suis c'est un exégèse du nouveau roman, hein, on peut dire. Voilà, le nouveau roman était très important pour moi, notamment Claude Simon, c'était vraiment... Bon. Oui, très grand auteur. Hein. Ah oui, oui. Souvent difficile à lire, mais très grand. Moi j'adorais Les Corps Conducteurs, c'est un truc... Et La Route des Flandres, un chef-d'œuvre absolu. Hein. Non, c'est vraiment quelqu'un Bon. Et alors, donc, tous ces gens m'ont évidemment... mais à un moment donné, je me suis détaché de Ricardo parce que je me suis intéressé à la perception. Je suis un darwinien convaincu et ça fait aussi partie... Darwin montrant que c'est la même chose, hein, finalement. Mais j'ai compris plus tard que c'était la même chose. Je m'intéressais de manière dissociée. Alors, à savoir le fait qu'il montre que c'est pas la fonction qui crée l'organe, mais c'est l'organe qui va créer des fonctions. Donc il inverse l'idée de la marque qui fait que il y a une fonction particulière que les animaux vont se transformer pour ça et qu'ils vont transmettre. Pas du tout. Darwin montre qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis et donc que les choses se font arbitrairement. Il y a des transformations arbitraires qui sont sélectionnées dans un deuxième temps sur des milliers d'années. Bon. Bien sûr. Donc et donc il y a des organes qui vont se transformer et qui vont... On revient aux répliques. Exactement. Alors justement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je travaille sans savoir quelle est sa fonction définitive. Hein, c'est vraiment une conséquence du boulot. Donc toutes ces choses... pour moi, alors voilà, la perception, donc j'ai commencé à m'interroger finalement, qu'est-ce que les gens voyaient, percevaient. Et par exemple, il y a des choses qui sont virtuelles, là. Le C n'est pas fermé, le O non plus, c'est ce qui permet de... Et donc on doit reconstruire la lettre. Bien sûr. Là, le E, on le ferme pour faire un E latin, et puis quand il est de l'autre côté, voilà, non là c'est les deux mêmes, voilà. Ici, quand il se retourne, c'est un E grec. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai pu faire après un certain nombre d'années, parce que au début, tout était clos, enfin fermé. Là, je me suis aperçu qu'on pouvait enlever des bouts et que l'observateur va compléter lui-même et pour avoir deux E, mais pas les mêmes. Tu vois? Donc, et ça c'est devenu très important pour moi. Et ça, c'est un acte politique dans le sens où l'observateur est actif. Alors, moi, Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors, ça intègre une notion qui est importante, qui est la notion du temps, entre l'énonciation et l'exploration. Hein, c'est bien clair. Si on prend le champ politique militant est un champ d'énonciation. Et par rapport au temps, alors je vais être un petit peu compliqué, mais j'espère pouvoir me faire comprendre, il pose l'idée, enfin dans son esprit, le temps est déjà fini. C'est-à-dire que même ne serait-ce qu'aujourd'hui, il y a ces grandes contestations sur la réforme des retraites, par exemple. Certains disent qu'il faut aller à 64 ans dans ces conditions, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que ici, l'énoncé politique a déjà construit le monde du futur. C'est-à-dire que c'est comme si le temps n'existait plus. Hein, bon, pour moi, la politique, c'est l'organisation. Et l'organisation, c'est la maîtrise du temps. C'est-à-dire, c'est comment arrêter la possibilité de l'accident dans le temps. L'exploration, c'est très différent, parce que l'exploration, c'est ce qui fait que le temps ne peut pas être fini. Par exemple, j'écoutais hier soir une émission sur le Congo, sur ce grand bassin africain, et sur la fameuse rencontre entre Stanley et Livingstone, par exemple. Hein, comment un journaliste recherche un explorateur à une époque où il n'y a pas de téléphone, où il est absolument impossible de communiquer, de savoir où sont les gens. Donc on explore, et il y a cette dimension d'exploration avec, et c'est très frappant, la dilatation du temps. Le temps devient combien de temps ça va me prendre? Ben voilà, 1 mois après, 2 mois après, il est encore là, il met 30 jours, Stanley, pour aller d'un point à un autre sans savoir exactement pourquoi il y va.
Ici, d'une certaine manière, le fait de ne pas donner l'énoncé, ça laisse le temps ouvert pour moi. Hein, alors que la politique ferme le temps, elle veut que le temps soit définitivement clos, structuré, organisé de cette façon-là, et que ça ne bouge plus. Voilà, bon, même s'il y a toujours des soubresauts, évidemment, les peuples ne sont pas forcément d'accord, les individus, donc ça peut faire mouvoir en quelque sorte les choses. Tandis que là, de fait, le temps est proposé comme une ouverture. Hein, c'est bien ça. Oui, oui. Récemment, là, je me suis rapproché de Bernard Friot, qui est un économiste sociologue, et qui a beaucoup de points communs avec moi. Enfin, il est venu voir mon expo, enfin, en plus, il s'est déplacé, etc. Alors justement, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit qu'on ne change pas le monde avec des idées, par exemple. Ça, c'est choquant pour certains, hein, bien sûr. Ouais. Donc, parce que c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est-à-dire que, non mais il est anti-platonicien dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il est anti-Badiou. Oui. Hein. Oui, enfin avec des grandes idées platoniciennes à ce moment-là, voilà. des entités idéales, on va dire, idéalistes. C'est ça, c'est-à-dire que lui pense qu'on change le monde par l'action, il aura d'autres termes que moi, mais moi c'est ça en fait, c'est la même chose que moi. L'idée, encore une fois, elle va surgir, mais c'est pas elle qui va... C'est assez totalitaire de parler d'une idée. Hein. C'est-à-dire qu'on décide comme ça d'appliquer des choses sur le monde sans l'examiner. Oui. Or, c'est en l'examinant qu'on va trouver éventuellement, qu'on va faire surgir des idées pour le changer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc je me suis rapproché de lui. Donc tu es partisan de l'intelligence accidentelle, ce qu'on appelle la sérendipité. C'est quoi l'accidentelle? C'est tout simplement, on découvre le monde... en avançant, à tâtons, un peu en expérimentant. Il y a des accidents parfois qui font tiens, on va modifier ça à partir de cet accident. C'est ça, oui. Voilà, donc c'est une forme d'investigation du réel et de construction du monde qui a été particulièrement mise en avant donc dans la pensée depuis une cinquantaine d'années, notamment quand on commence justement à remettre en cause très fortement tous les systèmes idéalistes, toutes les pensées systématiques, exactement. Que ce soit les pensées théocratiques, donc fondées sur une religion, un dogme, ou donc les pensées, le marxisme ou le post-marxisme. Moi je suis dans l'immanence, dans l'immanence de la sensorialité. Et j'ai beaucoup, là j'ai plusieurs livres là, que j'espère publier, où j'analyse le travail des autres et des œuvres du passé aussi. Hein. Et j'ai un livre sur les Ménines où j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc j'explore vraiment sans idée préconçue justement. Et c'est après coup que moi je théorise beaucoup comme tu sais, mais c'est toujours après coup. On croit toujours que les gens qui théorisent, ils sont dogmatiques ou je sais pas quoi, qu'ils ont tout. Pas du tout, ça surgit, tout ça est surgi d'un travail d'analyse. De pratique et souvent des autres, ce qui demande beaucoup d'efforts parce qu'on est obligé de se... Oui, alors moi c'est la question la dernière que je pose, est-ce que pour autant on échappe au conditionnement? Est-ce qu'on échappe à son époque? Est-ce qu'on échappe finalement aux idées dominantes? Le mainstream ou le bruit de fond bien entendu, mental? C'est mon but principal. Oui. Et c'est possible? Ah ben évidemment. D'accord. Moi j'ai enseigné par exemple longtemps à la fac, à l'ENSAC pendant 20 ans, l'École nationale de théâtre. Je n'ai toujours enseigné que mon travail, enfin pas mon travail de réplique dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais mon travail théorique, d'analyse, etc., personnel. Je ne me suis jamais très très peu référé à d'autres gens, par exemple. Donc je me suis complètement détaché on ne m'a jamais imposé quoi que ce soit, je veux dire. Et pareil pour les spectacles musicaux, on créait tous ensemble et on partait des relations entre les domaines avec Marc-André Dalbavie et Guy Lelon qui faisait le texte et Marc-André qui faisait la musique. On partait de relations entre musique, texte, geste, éclairage et après coup on trouvait la signification de ce qu'on faisait. Donc j'ai toujours fonctionné de cette façon. Voilà. Donc voilà, pour vivre en créateur, bien vivons d'une certaine manière en explorant de cette façon-là. Voilà, merci Paul. Merci beaucoup.